Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec édition du 2 juin 2024. Je m'excuse rapidement comme ça en commençant pour le mauvais éclairage. Je suis sur la route. En fait, je ne pouvais pas me retrouver dans le studio aujourd'hui et donc au lieu de reporter le Web Journal, j'ai décidé de le faire avec les moyens du bord parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, le dimanche soir, c'est un moment privilégié. Donc, c'est ça, on va parler aujourd'hui finalement de cette condamnation de Donald Trump. Le précipice est atteint, mais je pense que les gens sont familiers maintenant. Ce que j'ai vu sur Twitter, je me suis dit comment je vais pouvoir faire un web journal qui ne sera pas redondant, puisque les gens ont compris ce que j'essaie d'expliquer depuis 3 ans, et d'autres, là, je ne suis pas le seul, depuis 3 ans sur la stratégie électorale du président Trump, la stratégie dans son combat contre l'État profond. Même Stéphane Bureau dit que tous ces procès l'avantage, c'est-à-dire il y a des gens qui commencent à comprendre que la stratégie de Donald Trump, c'est la persécution. Et que cette stratégie, finalement, le place, je veux dire, avec des leaders comme Martin Luther King qui a fait de la prison, Nelson Mandela. Bon, on ne parlera pas de celui qui s'est pointé le bout du nez il y a 2000 ans, mais Jean Gandhi et tout ça. Et donc, vous voyez un peu, j'avais fait un web journal qui s'appelait Le syndrome de Jésus-Christ. On est exactement là-dedans. J'ai montré aussi dans plusieurs web journaux de quelle façon Trump s'organise, s'arrange pour se faire condamner lui-même avec les impeachments, avec plusieurs de ces procès-là même sont comme littéralement, il est l'instigateur de ces procès contre lui. C'est compliqué, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je l'ai déjà expliqué auparavant. C'est sa stratégie de campagne. Et c'est lui qui tire les ficelles de tout ça. Donc, Trump veut se présenter comme le candidat anti-système, hein, parce que les gens aiment toujours les gens qui sont... il y a toujours un petit faible vis-à-vis des gens qui sont persécutés. Et Trump aussi a un agenda de refonte complète de l'État américain et de transfert de pouvoir des autorités, des institutions corrompues vers le peuple. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il démontre que les institutions sont corrompues, notamment par les mondialistes, par la gauche mondialiste. Il n'y a pas que, il y a aussi de la corruption au sein du Parti républicain. Mais c'est ça, son travail, c'est de montrer la corruption des institutions. Et donc, cette condamnation s'inscrit dans une longue séquence où le système a tout lancé contre Donald Trump, notamment lors des primaires dès 2015, dès 2016. Le système lançait tout contre Trump. Euh, Par la suite, ça a continué avec cette histoire de collusion avec la Russie. Rappelez-vous de ça. L'impeachment numéro 1, l'impeachment numéro 2. Et là, maintenant, ces problèmes judiciaires-là, donc c'est ça, vous voyez, c'est ce qu'il appelle une chasse aux sorcières depuis longtemps. C'est littéralement, comment c'est indissociable de la personnalité du président et de son action politique. OK? Et donc, c'est souhaité par lui et tout ça. Euh, et En fait, on fait ici, il y a une continuité aussi avec Mike Flynn. Si vous avez regardé Mike Flynn, le film et tout ça, donc la même politisation du département de la justice, la corruption des institutions qui a été utilisée pour destituer Mike Flynn avec des fausses accusations, etc. Ils ont tout envoyé contre lui. Donc, le cas de Mike Flynn, le film, et ce qui s'est passé avec lui, c'est comme c'est en parallèle avec Donald Trump. Vous comprenez? Donc, les deux visent à sensibiliser le public américain, mais il faut pas s'en faire. On dit toujours que on s'en fait pas, on le sait, là, comme je vous dis, il y a plein de personnes qui rigolent. On voit les tweets de différents commentateurs qui se réjouissent, et là, on voit les commentaires en dessous, on comprend que les gens ont finalement compris, et que cette idée que Trump est fini, c'est une constante, comme je dis, Trump est finalement coincé, là, c'est une constante dans la politique, dans son action politique, la politique américaine depuis 2015. Je vous montre un clip d'ailleurs
où on voit, c'est une compilation de tous ceux qui disent It's the beginning of the end, c'est le début de la fin pour Donald Trump, remontant à 2017. En fait, le clip commence en 2017, mais je pense qu'on pourrait commencer en 2015 avec les primaires républicaines où tout le monde disait, chaque fois qu'il se passait quelque chose, Trump faisait une déclaration controversée, les médias prenaient la déclaration controversée de Donald Trump pour l'attaquer, pour le traiter de tous les noms, raciste ou, je sais pas, antisémite ou etc. Et là, c'était le début de la fin pour Donald Trump. C'était comme ça, donc, dans les primaires, et ça a été comme ça, après qu'il ait gagné les primaires, et par la suite, lorsqu'il est devenu président. Le clip commence en 2017, mais on pourrait remonter à 2015 avec toutes ces prédictions d'experts à la télévision qui disaient que Donald Trump, c'était le début de la fin, c'est the beginning of the end, c'est un point tournant dans la campagne électorale, c'est fini pour lui, etc., etc. Breaking news. A bombshell. Today is a turning point. Today was historically bad for President Trump. Today was a turning point. A turning point. We're at a turning point here. The beginning of the end for the Trump presidency. The beginning of the end. And breaking news. We have another bombshell. Mike Pence might have to assume the office of the presidency. The call for impeachment. Rumblings of the word impeachment. Breaking news. Another bombshell out of the White House. I believe this is the beginning of the end. I do too. It's really the beginning of the end. The beginning of the end. He may be feeling the walls closing in on him. All the walls closing in on him. The walls closing in on him. Breaking news, a new bombshell. One astrologer says this means the beginning of the end for President Donald Trump. The beginning of the end of the Trump presidency. Trump will resign. Trump is going to resign. Is this the tipping point? I know we've said it over and over. You think this is a tipping point? And over and over. This is a tipping point. And over and over. Breaking news, President Trump off the rails. There's the beginning of the end today. The beginning of the end. It reminds me a lot of the last days of Nixon. Breaking news tonight, new bomb. Ça continue comme ça pendant 2 minutes. Je mettrai le clip sur Telegram. Mais donc, c'est ça. C'est toujours le début de la fin pour Donald Trump depuis 2017, mais il s'en sort toujours. Parce qu'il utilise, comme je l'ai déjà dit, des stratégies où il est lui-même derrière ses fausses chicanes ou ses mises en accusation, etc. Et donc, c'était important de le faire, c'était important de se retrouver devant les tribunaux. C'était une première qu'un président se retrouve devant les tribunaux et aussi qu'il se fasse accuser et qu'il soit reconnu coupable. Mais tout ça, c'est comme je l'avais déjà expliqué il y a 3 ans, c'est-à-dire c'est une stratégie d'effet miroir et finalement, ça crée un précédent qui va pouvoir permettre une mise en accusation de l'État profond, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, dès que le précédent a été créé avec Donald Trump, ils vont pouvoir mettre en accusation d'autres présidents, que ce soit Joe Biden. Je ne pense pas que ça va se passer avec Joe Biden parce que je pense qu'il y a eu une entente avec lui, mais par exemple Barack Obama. Et donc, parce qu'il aurait été, si on y pense bien, inconcevable que Barack Obama soit, avec sa popularité et les médias derrière lui, qu'il soit le premier président accusé. Ça aurait eu l'air d'une vengeance politique, etc. Et donc, il fallait créer un précédent. Donc, les gens comprennent ça. Mais c'est ça. Donc, comme je le montre ici, il y a une immense partie du peuple américain qui a, vous voyez la bannière de Mike Flynn avec le drapeau renversé, il y a une immense partie du peuple américain qui a le sentiment que la République est tombée et qu'on est arrivé sur le bord du précipice et que les institutions sont complètement corrompues. Et encore une fois, comme je le dis, ça c'est le plan de campagne de Donald Trump qui va jeter les fondements, la légitimité de son action politique lorsqu'il va retourner à la Maison-Blanche pour transformer complètement les institutions. Et on voit ici donc Forbes, la confiance envers les institutions frappe un bas record, on trouve un nouveau sondage. Et c'est aussi ce dont les fact-checkers se plaignent, n'est-ce pas? Ils disent que les gens ont plus confiance dans les institutions, etc. Ben oui, c'est parce qu'on voit la militarisation des institutions contre le peuple et contre des personnes comme Donald Trump, c'est-à-dire contre un spectre particulier de l'électorat, c'est-à-dire les gens ordinaires qu'on qualifie à l'extrême droite, qu'on qualifie de conspirationnistes, etc. Il y a comme cette espèce de braquage des instances au pouvoir contre les gens qui veulent du changement puis qui veulent recentrer un peu le débat. Et donc, c'est ça, les diverses persécutions de Donald Trump affaiblissent la confiance envers les institutions. Hein, ça fait 5-6 ans que ça dure. Et on doit ajouter finalement, ce qui se passe présentement avec lui, sa condamnation à toute la longue file
de persécution qu'il a subi depuis 2017 avec la collusion avec la Russie, etc. Cette action-là cette condamnation-là n'aura finalement aucun impact politique et elle a été décriée par beaucoup de personnes. Donc, elle n'aura aucun impact politique, nous dit CNN. What the polls can tell us about the Trump's verdict effect on election. Donc, c'est un article intéressant de CNN. Là, je prends les sources CNN, c'est-à-dire qu'on peut prendre des sources, j'ai pu prendre des sources chez les patriotes, etc., qui montrent des sondages que Trump a rien perdu, même qu'il a gagné quelques points depuis l'élection, depuis sa condamnation. Notamment, je pense qu'il y en a 2 sur Real Clear Politics, qui lui donne encore 2 points en avance sur Joe Biden. Ça, c'est des sondages de l'establishment anti-Trump. Mais là, on prend CNN et on voit ici que selon donc ici, il cite un article de NPR, PBS, ça, c'est 2 organes de presse complètement anti-Trump, qui disent qu'un sondage qui a été tenu après le verdict a trouvé que 67% des votants ont dit que le verdict n'allait finalement avoir aucune conséquence sur leur choix de vote et qu'il y avait essentiellement 15 à 17% de personnes d'un côté qui disaient que oui, ça allait les décourager de voter pour lui, puis un autre 15% qui disait que ça allait les encourager à voter pour lui. Donc, ce sondage-là montre, NPR, PBS, montre que cette condamnation n'a eu absolument aucun effet, aucun impact sur les intentions de vote en faveur de Donald Trump. Ce qu'on a remarqué, cependant, c'est qu'il a renforcé chez les républicains, il en est sorti renforcé chez les républicains qui doutaient de lui. Il y a toujours comme un 5-10%, peut-être même 15% de républicains qui ne voulaient pas trop de Donald Trump parce qu'il est controversé. Genre, qu'ils ont voté peut-être Nikki Haley ou Ron DeSantis. Et puis là, ces républicains-là qui étaient comme un petit peu sur à cheval sur la clôture au sujet de Donald Trump, eh bien, se retrouvent renforcés dans leur conviction de voter pour le Parti républicain. Mais il n'y a pas seulement ça ici. On a regardé un autre article, pas un autre article, mais un autre sondage de CNN a finalement montré que le pourcentage d'Américains qui pensent que Trump a commis une offense sérieuse a diminué durant le procès. C'est-à-dire que les gens regardaient le procès. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardaient le procès. Je pense qu'il y a 30-38% qui regardaient le procès. Et puis, parmi les gens qui regardaient le procès, les gens finalement sont sortis. Il y a une proportion plus faible de personnes à la fin du procès. Il y a une proportion plus faible de personnes qui pensaient que Trump avait commis une offense sérieuse. Donc, finalement, que ce n'était pas grand-chose, tout ça. Et aussi, encore une fois, selon CNN, les poursuites contre Trump sont la dernière préoccupation des Américains. C'est-à-dire que quand CNN fait un sondage qui montre quelles sont les préoccupations des Américains, l'économie arrive en premier, après ça, il y a l'immigration, la légitimité électorale, l'avortement, etc. Et le dernier des soucis des Américains, c'est ce qui se passe en cours avec Donald Trump. Donc, je l'ai tué ici. C'est un je l'ai tué habituel. Ici, comme ça. John, that it began, but apparently it's 44 days. You cracked the numbers. You've run the numbers. All right, let's take % during the course of this trial. So, yes, perhaps things might have changed with those 12 jurors, but when it comes to the larger American public, there has been no change, at least so far, John. Donc, peut-être que pour les 12 jurés, il s'est passé quelque chose, mais pour les Américains, il n'y a eu aucun changement après le témoignage de Michael Cohen. Most Americans don't really care that much. So closely following news about economy inflation, that's number one at 65%. Look at immigration, 52%. Election legitimacy, 49%. Abortion, 47%. All the way down on this list of issues tested by the Ipsos Knowledge Panel is Trump's court cases at 42%. Significantly. Donc, ça se retrouve au plus bas de la liste des préoccupations des gens, finalement, des électeurs américains. Et là, je voudrais peut-être rebondir avant d'aller plus en détail dans la critique de ce qui s'est passé dans ce procès-là. Faire le lien avec ce qu'on racontait la semaine dernière au sujet de Trump contrôlé par le lobby
israélien. Pensez-vous que quelqu'un, un candidat, comme dans une perspective des protocoles, des sages de Sion, là, où tout le monde est contrôlé, où tout le monde est mondialiste, là, et finalement on s'en sort jamais, si un candidat qui était contrôlé par les Lubavitch ou par le lobby juif israélien, etc., se ferait condamner comme ça, se retrouverait dans le... On tenterait de le destituer de cette façon-là, il se retrouverait dans le caniveau d'une telle façon, hein, de cette façon-là. Donc, je pense que ça, pour beaucoup des personnes qui disaient que Trump est, je peux dire, de l'opposition contrôlée, etc., ça devrait au moins commencer à faire réfléchir, si c'est pas... Et là, pour dire finalement que Trump est quand même contrôlé, après tout ce qu'ils ont mis contre lui, ça prend des contorsions intellectuelles assez impressionnantes pour continuer à affirmer que Trump est contrôlé, après tout ce qu'ils ont mis contre lui. Alors, pensez-y bien, mais de toute façon, j'ai un petit segment là-dessus un petit peu plus tard. Donc, et c'est ça, allons-y avec finalement l'essence de ça. Finalement, Trump a réussi à faire passer son point, le fait que c'était un procès politique contre lui. Hein, on en a déjà parlé précédemment. Parmi les 3 procès qui ont été envoyés contre Trump, les procureurs ont rencontré des membres de l'administration Biden avant chacune des 3 mises en accusation. Vous avez ici, par exemple, ce qui montre la nature, c'est-à-dire que le fait que Joe Biden est impliqué là-dedans, c'est-à-dire que, et ça, encore une fois, c'est Trump qui essaie de montrer la duplicité de Joe Biden, parce qu'on sait qu'il y a un programme de continuité de gouvernement où Biden n'a pas nécessairement énormément de marge de manœuvre, mais c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est évident, ce que Trump veut montrer, c'est qu'il y a une main politique derrière ça. Et les gens le comprennent, vous allez le voir un peu plus tard, là, les gens commencent à comprendre justement qu'il s'agit ici de faire taire un opposant qu'on n'est pas capable de battre dans les bulletins de vote, je veux dire, lors de l'élection. Et donc ici, vous avez Letitia James, la procureure générale de l'État de New York, a rencontré Joe Biden à 3 reprises, oui, en 2022 et 2023, soit une fois avant le début des poursuites et par la suite, lorsque les poursuites ont été déposées. Donc, vous avez ici sur le site de la Maison-Blanche la rencontre de Letitia James avec Joe Biden juste avant le début des poursuites. Et donc, ce qui montre un peu la main de l'administration Biden derrière ces poursuites-là, la volonté de faire taire un opposant politique selon le théâtre Trump-Biden. Vous avez ici aussi... dans le cas de cette poursuite ici pour laquelle il a été reconnu coupable avec Alvin Bragg, Trump prosecutor Alvin Bragg and Matthew Colangelo must testify unprecedented political persecution of ex-president Democratic Republicans. Ils ont été sommés à comparaître, le procureur et certains des coronaires ont été sommés à comparaître devant le comité sur la militarisation des institutions politique. Ça ici, c'est Michael Colangelo. Ça, c'est un procureur, c'est le numéro 3 du département de la justice de Joe Biden qui a quitté ses fonctions très haut dans l'administration Biden, le numéro 3 du département de la justice, qui a quitté ses fonctions et qui finalement qui a pris un travail dans l'État de New York en tant que, je pense que c'est District Attorney, pour justement s'occuper du cas de Trump. Vous comprenez? Donc, c'est une démotion, hein? C'est-à-dire qu'il était numéro 3 du département de la justice au niveau fédéral, et là, il accepte dans l'administration Biden, et là, finalement, il se retrouve procureur dans l'affaire Donald Trump au niveau d'un État. Et encore une fois, ça montre la main de l'administration Biden et la militarisation, la politisation du département de la justice ici. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise des membres du département de la justice de Joe Biden pour faire taire un adversaire politique. Il y a le juge aussi, le juge Merchant, qui lui est un démocrate carabinier. Ça a été montré dans le procès, c'est-à-dire... et Trump le disait qu'il est corrompu, il devrait être démis de ses fonctions, il devrait au moins se récuser, et il a refusé de se récuser. Il n'a pas seulement refusé de se récuser, il a sommé Trump d'arrêter d'en parler. Hein. Il y a eu une ordonnance de non-publication. Il a dit à Trump qu'il ne pouvait plus parler de ce qui se passait dans le procès, ce qu'on appelle en anglais un gag order.
Et ce que Trump dénonçait, il disait qu'il était corrompu. Finalement, il disait que ce juge-là était un juge militant, parce que ce juge avait fait une donation de 35 $, une contribution politique de 35 $ au Parti démocrate. Là, les gens vont se dire « Ah, c'est rien, 35 $ pour le Parti démocrate », mais c'est officiellement interdit par l'État de New York. Et si vous allez sur le site newyorkcourts.gov où il y a toutes les règles relatives aux juges et aux apparences de partialité et d'impartialité, vous allez trouver justement, par exemple, le numéro ici, section 100.5, le point H, solliciter des fonds ou payer un assessment or making a contribution to a political organization or candidate. C'est strictement défendu par exemple, on pourrait dire le barreau de New York ou la règle de conduite des juges de New York. Or, il a fait cette contribution-là, Trump s'en est plaint, et quand il s'en est plaint devant les caméras, le juge lui a ordonné de se taire. On trouve exactement la même chose aussi dans le Judicial Campaign Ethics 2024 Handbook, donc les campagnes judiciaires, le guide d'éthique pour les campagnes judiciaires 2024, on retrouve la même chose, il est illégal de faire une contribution. A judge must not meet privately with a local political party regarding inner workings of that court. Political contribution, a sitting judge may not make political contribution at any time, even to a U.S. presidential candidate, federal commission candidate, etc., etc. Donc, ce qu'il a fait était essentiellement illégal. On dit ici, le juge Joan Merchant's donation to Democrats could be grounds for ethics investigation. Donc, les dons du juge Merchant aux démocrates pourraient être le fondement d'une enquête en éthique. Il n'y a pas seulement ça, il y a la fille aussi, la fille du juge Merchant, qui a été très dur avec Donald Trump. Il a refusé beaucoup de ses témoins, il a joué... ils se sont fait laminer en cours par ce juge-là qui a pratiquement, selon les dires de Donald Trump, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé en cours, mais il a apparemment été très dur et a empêché de produire des témoins, certaines déclarations, etc. Donc ici, Trump barred from attack on judge daughter in New York hush money case. Donc, on empêche Trump d'attaquer la fille du juge parce que la fille du juge a reçu des... elle travaille pour une firme qui a des contrats avec des démocrates haut placés comme Adam Schiff, et aussi certains de ses clients ont utilisé le procès dans leur campagne de financement. Et Trump a dit que c'est une démocrate carabinée, c'est-à-dire c'est une démocrate radicale et certains de ses clients utilisent le procès pour aller solliciter des fonds, etc. Et donc, le juge est en conflit d'intérêts. Le juge devrait être démis de ses fonctions. Lui-même a fait des contributions au Parti démocrate. Il devrait être démis de ses fonctions. Et finalement, qu'est-ce que le juge fait? Au lieu de dire, c'est vrai, il y a apparence de conflit d'intérêts, je me récuse, il empêche Donald Trump d'en parler à la presse. Vous voyez un peu Et donc, mais les gens voient ça... il y a plusieurs personnes qui ont dit que... Et après ça, il y a comme toute la question des accusations, cette mise en accusation qui a été construite spécifiquement pour le procès Trump. C'est une... je ne sais pas si je vais aller jusque dans le fond de qu'est-ce que c'est, etc. Tu sais, c'est l'histoire, là, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, là. C'est ça, quand je suis pas dans mon milieu, je suis un petit peu déconcentré, vous devez le voir, vous devez vous en rendre compte. L'argent, c'est supposé... C'est le procès sur les fonds que Donald Trump aurait payés à l'actrice porno Stormy Daniels pour se taire lors de l'élection de 2016. C'est ça. On dit que, et rappelez-vous, j'avais bien montré que et Donald Trump et Stormy Daniels avaient dit que les deux, l'affaire ne s'était jamais passée, mais le procureur Alvin Bragg a quand même rafistolé quelque chose spécifiquement pour s'attaquer à Donald Trump. C'est comme avec Jean Carroll, ce dont j'ai parlé au mois de janvier, là, le procès pour agression sexuelle, c'est-à-dire que le délai pour porter plainte avait été dépassé. Vous l'avez ici, je pense. Oui. Yes, the statute of limitation has passed on Bragg's Get Trump case. Donc, normalement, il n'aurait pas été possible de porter des accusations contre Trump parce que ça faisait beaucoup trop longtemps, mais le procureur Alvin Bragg a quand même rafistolé quelque chose en disant que c'était un crime qui faisait référence à un autre crime, et donc il a comme
inventé, concocté un précédent légal spécifiquement pour Donald Trump. Et là, c'est pas les républicains qui le disent, ce sont les démocrates eux-mêmes, des spécialistes en affaires légales démocrates qui le disent, comme ici Ellie Honning, qui est contributeur à CNN. Normalement, c'est l'analyste légal pour CNN. Hein? Et donc, évidemment, je ne vais pas prendre des républicains, c'est encore pire chez les républicains, mais même les avocats démocrates voient les failles dans le dossier qu'a monté Alvin Braggs contre Donald Trump. Et là, dans un article ici, il sort un certain nombre d'irrégularités dans la poursuite d'Alvin Braggs contre Donald Trump. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Alan Dershowitz, professeur de droit éméritus à Harvard, qui dit c'est le dossier le plus faible, hein, le dossier criminel le plus faible que j'ai vu en 60 ans de carrière de juriste, hein, tant à l'université qu'en tant que juriste moi-même. Même chose avec Fareed Zakaria de CNN, il dit ce dossier a été concocté spécifiquement pour Donald Trump avec du rafistolage de toutes sortes de choses. Je vous montre ce que les deux en disent. This case is the weakest case I've seen in 60 years of teaching, practicing, and writing about criminal law. And I doubt the New York indictment would have been brought against a defendant whose name was not Donald Trump. Donc, ce montage n'aurait pas été... On n'aurait pas pu créer ce montage-là pour quelqu'un d'autre que Donald Trump. Donc, ce qu'il dit Fareed Zakaria de CNN, c'est que le dossier qui a été monté contre Trump est spécifique à Trump. Et donc, c'est pas de la loi essentiellement. C'est une attaque politique. Donc, lui ici, Honning, ici, dit, en fait, c'est ça, il dit essentiellement la même chose. Si les chefs d'accusation contre Trump ont été conçus spécifiquement pour créer un crime d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant contre quiconque. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement... Ils ont comme tordu la loi pour pouvoir attaquer spécifiquement une personne. Hein, les chefs d'accusation ont été déposés malgré le fait qu'ils dépassaient la date limite et les employés du District Attorney ont qualifié la poursuite de poursuite zombie, mais il s'agit en fait beaucoup plus d'une poursuite Frankenstein. Hein, et comme à l'image de Frankenstein, c'est un amalgame de morceaux différents, incohérents, réunis dans un tout maladroit, semi-fonctionnel qui va ultimement se retourner contre son créateur, dit le commentateur juridique de CNN. Ça va se retourner contre son créateur. Okay. Donc, c'est ça. Donc, c'est un dossier politique et quand c'est, vous comprenez que quand c'est spécifique à une personne comme ça, on n'est pas dans la justice, mais on est dans l'attaque politique et finalement, ça va servir Donald Trump. Son financement a augmenté de façon dramatique depuis son verdict de culpabilité. Et ça n'a pas, comme le montrent les différents sondages, ça n'a pas eu d'impact sur les intentions de vote. Voilà. Donc, et là, ici, rappelons-nous cette image que Donald Trump avait tweetée. Hein? Donald Trump en Rocky Balboa. Les médias s'en étaient bien moqués à l'époque de ce tweet de Donald Trump, mais encore une fois, il faut se rappeler ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une image, mais c'est du langage. On va faire qu'est-ce que ça veut dire, une analyse sémiotique de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est-à-dire qu'à l'image de Rocky, je pense que c'est Rocky 4, l'image est tirée du film Rocky 4, c'est-à-dire que Rocky, dans ce film-là, se fait frapper pendant 14 rounds, hein, et c'est seulement au 15e round qu'il sort toute son énergie et qu'il défait son adversaire. Donc, Trump, depuis des années, se fait attaquer par les démocrates. C'est une collusion avec la Russie, impeachment 1, impeachment 2, tous ses procès, etc. Et il retient ses coups. Rappelez-vous, il a donc toute la merde sur la fraude électorale, il a les dossiers Epstein, il a toutes sortes de choses sur le 6 janvier, la tentative de coup d'État des démocrates. Hein, c'est le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc, il a tout ça en main et il nous a montré avec cette photo-là, c'est-à-dire qu'éventuellement, ça va tout sortir d'un coup. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de ces commentateurs dire « Trump va être un dictateur, Trump va se venger, etc. etc. » parce qu'il a gardé en main toutes ses cartes, et c'est exactement, il nous a dit comment il allait faire ça ici, c'est-à-dire il allait prendre des coups pendant 14 rounds et éventuellement
allait tout livrer d'un coup au 15e round et allait obtenir la victoire. Voilà. Donc, Trump fini, c'est une constante depuis 2015. Tout ça sert Donald Trump et montre la faillibilité des institutions, la corruption des institutions, la politisation du département de la justice. On l'a vu avec les raids du FBI, etc. Et donc, tout ça fait partie de son plan. On se rappelle aussi que John Durham, les procès de John Durham avaient tous les deux, je pense qu'il y en a eu 2 procès de John Durham. Il y avait eu des mises en accusation contre Michael Sussman et puis je pense que l'autre c'est, je me rappelle plus c'est quoi, c'est un nom russe. Et finalement, c'était la même chose devant jury et ça se retrouve nulle part. Hein? Et donc, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on voit que les tribunaux sont corrompus et que le système judiciaire, il n'y a pas de... que la justice n'est pas servie. Et donc, comment montrer que le système judiciaire est corrompu? Il y a juste une façon de le faire. C'est exactement comme avec la fraude électorale, c'est-à-dire qu'il faut perdre. Hein? Il faut perdre pour pouvoir montrer la fraude électorale. Et il faut se faire accuser d'une façon totalement politique avec un crime dessiné sur mesure pour le candidat pour montrer que le système de justice est corrompu, etc. Même chose avec Mike Flynn, etc. Et donc, ça fait partie d'un long travail pédagogique des patriotes afin de sensibiliser le public américain là-dessus. Maintenant, c'est laborieux aujourd'hui. Hein? Et donc, il y a trop d'éléments nouveaux. Là. Je suis mais en tout cas, je sais que ça ne vous dérange pas, mais en tout cas, voilà. Alors donc, ce numéro 2, ici, je suis vraiment déconcentré, je suis désolé. Ça va, je vais revenir en studio la semaine prochaine, ça devrait mieux aller. Donc ici, encore une fois, pour rebondir avec ce qu'on disait la semaine dernière au sujet de Trump contrôlé par le lobby juif, etc., en plus du fait qu'il est, pensez-y correctement, là, en plus du fait qu'il est la personne la plus persécutée de l'histoire politique américaine, hein, qu'ils ont tout mis, est-ce qu'ils ont gardé les coups, agression sexuelle, tout l'argent qu'ils ont créé des crimes spécifiques pour pouvoir l'accuser, la fraude électorale le 6 janvier, rappelez-vous tout ce qu'ils ont fait, la collusion avec la Russie, tout ce qu'ils ont fait, l'impeachment 1, l'impeachment 2, tout ce qu'ils ont fait pour l'arrêter. Et là, ça serait comme un candidat de l'État profond contrôlé par Israël. Je veux dire, on ne voit pas pourquoi les médias qui sont je veux dire, très sympathiques à Israël s'attaqueraient comme ils le font à Donald Trump si c'était leur homme. Tu sais, c'est paradoxal. Tu sais, on dit, oui, il y a beaucoup de... Tu sais, comment je pourrais dire... de journalistes ou de personnes dans les médias qui sont comme de connivence avec Israël et ces gens-là attaquent Donald Trump, une autre personne et tentent de le destituer, une personne qui serait contrôlée par eux aussi, donc c'est un peu contre-productif. Mais là, il y a d'autres choses, on pourrait dire, genre son gendre, oui, il est contrôlé par son gendre, etc. Et là, rappelez-vous, son gendre... Donc, Trump a utilisé son gendre en 2017 pour faire, alors qu'il arrivait à la Maison-Blanche et il ne savait pas sur qui il pouvait compter, à qui il pouvait se fier. Donc, a utilisé son gendre Jared Kushner pour faire le va-et-vient diplomatique avec notamment Mohammed Ben Salman et entamer un début de processus de paix au Moyen-Orient. Mais là, ici, on regardait ça ici, j'ai vu ça passer sur Twitter. Kushner loses access to top security intelligence. Jared Kushner's security clearance is downgraded. Donc, un an après, donc au début de l'opération, quand QAnon a commencé à sortir, c'est-à-dire fin 2017, début 2018, Jared Kushner perd sa cote de sécurité top secret. Et là... Donc, pensez si Trump était, encore une fois, contrôlé par les Lubavitch ou le lobby sioniste, etc., et que la personne qui contrôlait Trump, c'était Jared Kushner, pourquoi on voudrait que Jared Kushner... Comment ça serait possible que Jared Kushner perde sa cote de sécurité? On voudrait au minimum avoir un espion près de Trump qui est capable de lire tous les documents top secrets, etc., tu sais... voler des secrets d'État ou quoi que ce soit, ben non, c'est pas ça. Jared Kushner est réduit, perd sa cote de sécurité et n'a plus accès aux dossiers top secret. Alors, encore une fois, pour continuer à faire l'affirmation que Trump est contrôlé par le lobby sioniste, les Lubavitch, puis Jared Kushner est derrière lui, puis c'est lui qui... il faut encore une fois des contorsions intellectuelles de plus en plus intenables.
Il y a aussi, parce que je continue à réfléchir là-dessus, puis je vais probablement, les 2 prochains web-journaux là, vont probablement porter encore une fois là-dessus. On va revenir sur les fondements, on va laisser faire l'actualité, parce que c'est pas... je veux dire, c'est préférable de clarifier certaines choses avant de continuer. Et donc, je me rappelle d'avoir publié cette entrevue que Trump avait faite avec justement CNN au sujet des guerres au Moyen-Orient et de la politique de changement de régime. Et il disait dans cette entrevue, Trump a toujours été contre les interventions, c'est-à-dire en Irak et ces guerres de déstabilisation au Moyen-Orient. Et là, il était président, il était en entrevue avec Jake Tapper, et Jake Tapper lui a dit, vous avez dit récemment que le monde était mieux avec Saddam Hussein en place. Et là, il dit, oui, c'était mieux avec Saddam Hussein en place, c'était mieux avec Kadhafi, etc. Et donc, Trump, encore une fois, est totalement opposé à cette politique de déstabilisation et de changement de régime. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à la Maison-Blanche? C'est qu'il a stabilisé la région, il a stabilisé les frontières, etc. Je vous montre l'entrevue, et puis après ça, quand il dit le monde était mieux avec Kadhafi et avec Saddam Hussein, pensez réellement si quelqu'un contrôlé par le lobby israélien en politique étrangère, là, le lobby de la politique étrangère sioniste, là, qui est derrière les guerres de déstabilisation, si Trump était réellement contrôlé par le lobby en politique étrangère, par le lobby sioniste, s'il ferait de telles affirmations. Pensez correctement, là. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. So the world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned, what about the human rights abuses? Let's talk. Well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. Donc, on mettra la vidéo, encore une fois, sur Telegram, et il dit « Le monde serait beaucoup mieux, 100%, 100%, 100%, le monde serait beaucoup mieux avec Saddam Hussein et avec Muammar Kadhafi. » Voilà, et là, mais... C'est ça, encore une fois, en faisant des contorsions intellectuelles, on peut croire que Trump est contrôlé par le lobby sioniste, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, la semaine prochaine, on fera probablement, je pense, un point sur d'où vient Donald Trump, qui l'a mis en place, qui sont ses influences, quelles sont les raisons pour lesquelles il était important que Trump se présente à la présidence. Hein, et on fera après ça, par la suite, on regardera un peu qu'est-ce qu'il a fait là, depuis qu'il est arrivé là. Ici, ça colle avec un truc, encore une fois, Trump, contrôlé par l'État profond, que ce soit l'État profond, la franc-maçonnerie, le lobby sioniste, etc., etc. Donc, la code de sécurité de Jared Kushner qui a été réduit. Et là, on va terminer avec ça ici. Profession fact-checker. Et encore une fois, je veux juste vous montrer encore une fois des clips qui montrent un peu comment je pourrais dire, la mauvaise foi des fact-checkers. La mauvaise foi des fact-checkers. Je vous montre un clip d'Alexis Delancey lors d'une conférence. J'en avais parlé, je pense, il y a 2-3 semaines, mais je n'avais pas montré le clip. Où est-ce qu'il dit essentiellement « Ah, les gens voient les villes 15 minutes et d'un autre côté, il y a le Forum économique mondial qui parle de ville 15 minutes, puis là, ils font le lien complot, etc. Alors, on va commencer par celui-là, puis après ça, on va montrer un autre clip. Et vous allez voir que normalement, si cette personne-là était une personne compétente et informée, il ne tiendrait pas des propos comme ça. Et donc, encore une fois, il y a soit c'est une personne complètement incompétente et mal informée, ou soit c'est un agent de la matrice, comme disait Jeff Yates, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un lien et qu'il essaie de faire en sorte... Il y a un lien entre, par exemple, les villes qui appliquent une politique 15 minutes et le Forum économique mondial, hein, les objectifs du développement durable de l'ONU et tout ça, genre qu'il y a un lien, que ça vient d'en haut, que c'est pas, ça vient pas de nulle part. Il essaie de nous dire que ça vient de nulle part, que ça sort de nulle part, tout ça, là, les villes 15 minutes. Ça, c'est...
la question, c'est d'où est-ce que ça vient, Alexis Delancey? Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient? C'est pas Valérie Plante qui a sorti le concept de Ville 15 minutes. D'où vient le concept de Ville 15 minutes? Pense-y correctement, Alexis, là. Donc, là-dessus, c'était une conférence sur la désinformation. Imaginez le culot de ce gars-là. Menace face à une certaine liberté individuelle. Là, il y a le concept des villes 15 minutes, déplacement à l'intérieur d'un rayon de 15 minutes à vélo ou à pied en transport actif. On élimine les voitures du portrait. Et puis là, ça y est, on relie ça au Forum économique de Davos qui a proposé quelque chose dans le même sens. Puis là, ça s'inscrit dans une dynamique complotiste transnationale, transhistorique avec tout le reste. Mais ouais, regarde, Alexis, genre, tu t'en vas juste sur, par exemple, le Forum des partenaires, comme j'en ai parlé il y a 2 semaines, le Forum des partenaires publié par les îles de la Madeleine, et à peu près tout ce que font les villes qui va dans le sens de la guerre à l'auto, ville 15 minutes, etc. Et tu vas toujours voir derrière ça les objectifs du développement durable et ce qui s'est décidé dans les tables de concertation internationale, le Forum de Rio et tout ça et tout ça. Il y a des documents, il y a des rencontres internationales, il y a des sommets et il y a des consensus qui se dégagent. Et finalement, autant à l'ONU qu'au Forum économique mondial que dans d'autres, la COP 24 ou etc. Et ces consensus-là sont après amenés dans les villes et sont appliqués contre la volonté du peuple, c'est-à-dire sans que les gens aient été consultés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la conspiration, parce que les gens prennent les décisions dans notre dos, c'est-à-dire ils s'en vont dans les forums internationaux et nous appliquent ça par la suite. C'est pas compliqué, c'est dans les documents. Là. Si tu prenais la peine de regarder les documents, ça c'est le document Forum des partenaires des îles de la Madeleine, j'en avais parlé, c'est le Forum économique mondial, Objectifs du développement durable, etc., etc. OK? Donc, c'est facile à trouver. C'est-à-dire que ce que tu essaies de nous faire croire, c'est que le concept de ville 15 minutes émane naturellement des villes et qu'il n'y a rien en haut, il n'y a rien derrière ça. Parce que s'il y a quelque chose derrière ça, évidemment, on va dire complotiste, hein, ça vient de quelque part. Tu essaies de garder, et là, ce que tu essaies de faire, c'est de garder le voile tiré sur la prise de décision internationale pour laquelle les citoyens ne sont pas consultés. Hein? Et là, après ça, il sort un autre truc. Il dit, par exemple, encore une fois, avec le lien avec le Forum économique mondial ici. Donc, un article, ça, c'est il y a 2 semaines. La désinformation, risque principal pour le Canada selon un groupe de réflexion. OK? Donc, ici, on dit la désinformation pourrait ainsi créer une grave fracture sociétale, notamment par l'effritement du lien de confiance envers les institutions, etc. Ce n'est pas la désinformation qui fait ça. C'est le fait que vous preniez des décisions dans notre dos. Hein? Avec des trucs comme les objectifs du développement durable, que vous appliquez ça sans que ça ait été passé lors d'élections. Par exemple, là, récemment, Valérie Plante se fait pas mal laminer dans les journaux. Là, on l'attaque de tous bords, tous côtés. On dit qu'elle est incompétente, etc. Il n'y a pas juste Poilievre, il y a des commentateurs, Thomas Mulcair, etc. Tout le monde se plaint de Valérie Plante. Mais il n'y a personne qui nous dit, dans aucun de ces textes d'analyse-là, il n'y a personne qui nous dit que elle prend, d'où ça vient les idées de Valérie Plante? Ça vient, encore une fois, des trucs comme le Forum économique mondial, les objectifs du développement durable, l'ONU, etc. Ça ne sort pas je veux dire, du vide ex nihilo, là. Ça vient d'institutions internationales. Mais il n'y a aucun des commentateurs qui parle des institutions internationales, d'où émanent les directives qui sont mises en application par Valérie Plante, les villes C40, etc. Aucune mention de ça nulle part, de sorte qu'il y a comme un voile, les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière Valérie Plante, la prise de décision internationale, etc., parce que ça serait du complotisme, hein, dit Alexis. Pourtant, c'est facilement trouvable, les documents existent, etc. On sait que ça vient de là, c'est des publications officielles, mais Alexis Delancey nous dit que finalement, c'est du complot de voir un lien. Ouais. Et là, donc, on nous dit ici, donc ça cause de l'effritement dans la confiance envers les institutions, le fait que les citoyens soient dépossédés et qu'on prenne des décisions dans leur dos. C'est pas la désinformation qui cause ça. C'est le manque de démocratie. C'est-à-dire que pour imposer des objectifs du développement durable, il faut absolument suspendre le processus démocratique, les consultations de la population, parce que les gens ne voudraient pas, là. Et donc, en suspendant ça, les gens se rendent compte qu'ils sont dépossédés de leur pouvoir et que les décisions qui sont prises sont finalement prises sans leur consentement contre eux, etc. On augmente les taxes partout, on envoie de l'argent à toutes sortes d'endroits
sans que les gens soient consultés, etc. Et donc, mais c'est ça. Donc, revenons à ce texte-là. Il dit la désinformation pourrait ainsi créer selon un groupe de réflexion. Okay? Je vous montre le clip où est-ce qu'il parle de ça. Il parle de ce groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion-là, c'est Horizon Canada. On en a déjà parlé à 2-3 reprises à Radio-Québec. Lui semble vouloir découvrir ça, mais allons-y avec ça. On est habitué à être exposé à une certaine dose de dystopie. On n'est pas tombé de notre chaise, comme on l'évoquait tantôt, en voyant les conclusions de ce rapport, qui a été produit, Nicolas, par une entité fédérale que, bien franchement, je ne connaissais pas. Moi non plus. Horizon Politique Canada. Le mandat de cette organisation-là est et je cite, est de renforcer la prise de décision du gouvernement fédéral. On évalue ces risques-là sur 2 axes, l'impact et la probabilité que ça arrive. Parce que, bon, il n'y a rien qui est garanti là-dedans, mais les perturbations qu'on présente sont plausibles. On peut parler, par exemple, des événements météorologiques, les changements climatiques, tout ça, c'est assez haut dans la liste. Mais le premier, en termes d'impact et de probabilité, c'est le scénario dans lequel les gens ne peuvent plus dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Plus que les changements climatiques. Plus que les changements climatiques. Le déclin de la confiance dans les sources de connaissances traditionnelles et des algorithmes conçus pour susciter l'engagement émotionnel plutôt que des rapports factuels. Problème, la fragmentation sociale, parce que pour faire face à ces défis-là, à ces dangers-là, il faudrait idéalement une société un peu plus tissée serrée, qui base ses décisions et ses actions sur des consensus. Il y a une Alors, donc, il dit que ça vient de Horizon Canada. Okay? Donc, on rappellera à Alexis Delancis, qui est Horizon Canada, là, c'est cet organisme-là qui proposait la convergence bionumérique, le fait de radicalement transformer ce que l'on considère comme étant un être humain, là. On en a parlé à Radio-Québec. Donc, plus qu'un changement technologique, cette convergence bionumérique pourrait transformer notre compréhension de nous-mêmes et nous amener à redéfinir ce que nous considérons comme humain ou naturel. Vous vous rappelez de ça? J'en avais parlé à plusieurs reprises. Hein, donc ici, dans les objectifs, vous avez modifié l'être humain, notre corps, notre esprit, notre comportement, modifier ou créer d'autres organismes, modifier les écosystèmes, etc., etc., percevoir, stocker et traiter, transmettre des renseignements. Donc, après ça, ici, dans le résumé de l'action de Horizon Canada, on dit « Les technologies numériques et les systèmes biologiques commencent à se fusionner d'une manière qui pourrait bouleverser en profondeur notre hypothèse sur la société, l'économie et notre corps. » Okay? Donc, essentiellement, c'est un think tank pro-transhumanisme. Mais c'est ça, ce think tank-là, finalement, comme ils le disent dans le clip, dit que la menace principale, donc c'est le texte de Radio-Canada, que sort Radio-Canada, Horizon Canada dit « La désinformation, principal risque pour le Canada selon un groupe de réflexion. » Horizon Canada, c'est de ça qu'il parle Alexis Delancey. D'où ça vient, ça, Alexis Delancey? Ça vient pas de ce groupe-là, encore une fois. Tu caches ce qu'il y a derrière. C'est exactement comme avec les villes 15 minutes. Tu caches ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est ça ici. On en a encore une fois parlé à Radio-Québec. Hein? Forum économique mondial, quels sont les plus gros risques auxquels le monde fait face en 2024 et au-delà? Eh bien, c'est ça ici. Hein? C'est la désinformation ici. Ça vient du Forum économique mondial, la désinformation est le risque numéro 1. Vous vous rappelez ça? On a vu passer ça il y a plusieurs mois, 3-4 mois, je pense. La désinformation, le risque principal auquel fait face le monde dans au moins les 2 prochaines années, etc. These are the biggest. Et ça vient du Forum économique mondial. Donc, Horizon Canada, ce groupe transhumaniste, a littéralement pris les conclusions du Forum économique mondial et a produit un rapport. Ça vient pas d'eux, ça vient du Forum économique mondial, crise d'imbécile. Ça vient du Forum économique mondial. Qu'est-ce que tu vas nous dire, là, Alexis Delancey? Tu vas nous dire, genre, les gens font des liens, ils voient quelque chose comme un organisme produit une étude qui montre que la désinformation est le risque principal et le Forum économique mondial dit la même chose et les gens font des liens, ça devient une conspiration, ça commence à être une tendance chez toi à obfusquer les sources des politiques qui sont mises en application, je veux dire, au niveau de la population, que ce soit les objectifs du développement durable, les villes 15 minutes, ça vient de quelque part. Même chose avec ce truc-là, ce rapport-là sur la désinformation comme risque de menace principale, ça vient du Forum économique mondial. Tweet. Tu es un journaliste de Radio-Canada. Comment ça se fait qu'on en a parlé à Radio-Québec? Tu es supposé nous fact-checker. Tu peux-tu nous fact-checker là-dessus? On en a parlé il y a 3-4 mois de ça.
Hein, que la désinformation, risque numéro 1, ça venait du Forum économique mondial. Tu nous fact-check, tu es supposé écouter les web-journaux, là. Tu es supposé savoir tout ça, puis là, tu fais semblant que tu le sais pas. Peux-tu te regarder dans le miroir? Es-tu vraiment capable de te regarder dans le miroir? Et donc, l'hypothèse la plus réaliste dans tout ça, c'est exactement ce que Jeff Yates disait dans son entrevue que j'ai montré il y a 2-3 webjournaux, c'est-à-dire que oui, vous êtes des agents de la matrice et votre travail, c'est d'empêcher les gens de faire des liens. Tu cites un rapport d'Horizon, sans dire c'est quoi cet organisme-là, c'est un organisme transhumaniste, tu cites un rapport qui dit que, oui, un rapport d'experts qui dit que la désinformation est la menace principale, ça vient du Forum économique mondial. Même chose avec les villes 15 minutes, ça vient du Forum économique mondial, des objectifs du développement durable, etc., etc. Et donc, en obfusquant ces faits-là, est-ce que tu rends un service à la population? C'est ça ton travail en fait, hein, d'obfusquer les faits. Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait. On va faire ce cours aujourd'hui puisque je ne suis pas en forme. Et puis, il y a d'autres petits trucs dont on aurait pu discuter, mais je suis saccadé et je cherche mes mots comme jamais. Et donc, on va laisser ça ici. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, là, je pense que les 2 prochaines semaines, je vais faire des trucs spécifiques sur qui devraient mettre un terme final, un point final à toute cette idée saugrenue qui ne tient pas la route, que Trump est contrôlé par soit la franc-maçonnerie, ou les mondialistes, hein, ou le lobby sioniste, ou les Lubavitch, ou quoi que ce soit. Et donc, la semaine prochaine, on va regarder d'où on va être de retour en studio. Je n'aurai pas l'air d'Obi-Wan Kenobi. Je vais avoir mon Staedtler. Là, j'ai un Sharpie. Je ne vais plus jamais prendre un Sharpie. Et voilà, donc les choses devraient revenir à la normale la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On remercie tous ceux qui nous appuient. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. On va laisser ça comme ça, à moins que... Ouais, je pense que je peux pas... En tout cas, on va laisser ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une image qui a comme collé sur... Et donc, vous connaissez les façons de nous aider. Il y en a une fois de temps en temps qui pète comme ça. Par la poste, Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Montréal, Québec, H2L, 1Y5, 4Y5. Et par Interac et tout ça, donc la façon habituelle. Hein. Je suis vraiment désolé. C'est ça, c'est sur la route. On fait ce qu'on peut. Allez, je pense qu'on laisse ça ici. Il y en aura d'autres. Allez, merci la gang. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec, dans le studio cette fois-ci. Ciao.